C'est difficile de parler après la parole de Gandhi, surtout pour citer Coluche. Vous voyez qu'il y a un grand écart. Pourquoi citer Coluche? Parce que vous le savez, il y a 2 jours, les restaurants du cœur, les Restos du Cœur ont ouvert en France leur 29e campagne, et ça fait donc à peu près 30 ans que chaque hiver, vous entendez à la radio, à la télé, chanter. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Et vous savez que des paroles, fût-elles musicales aux actes, il y a un grand pas. Alors il y a un grand pas, cela dit, en 30 ans, énormément de choses se sont faites, et Olivier de Scutter nous a rappelé le développement spectaculaire du droit à l'alimentation, je cite ces mots. Développement spectaculaire du droit à l'alimentation qui a surtout été marqué dans un certain nombre de pays, un certain nombre de systèmes juridiques de pays en voie de développement. Et je crois que c'est très intéressant d'inverser un peu les habitudes que nous avons lorsque nous faisons du droit comparé, en montrant comment les choses se font supposément bien dans les pays occidentaux, dans les pays développés, pour essayer de les transposer dans les pays en développement. Je crois que la question du droit à l'alimentation nous permet d'inverser ces mauvaises et de rompre avec ces mauvaises habitudes et de voir comment les choses peuvent se passer de façon extrêmement intéressante et dynamique dans les droits des pays en développement, pour voir comment nous pouvons les transposer dans les pays occidentaux et voir quels enseignements nous pouvons tirer avec profit de ces évolutions. Et donc, pour ce faire, je vous propose très rapidement de faire un tour d'horizon des différentes applications, des différentes évocations du droit à l'environnement, du droit à l'alimentation, pardon, dans les pays en développement, et de voir dans quelle mesure, ensuite, dans un second temps, ceci peut être transposé spécifiquement au droit français. Alors, comme cela a été rappelé par les différents intervenants, le droit à l'alimentation est un droit qui, en tant que tel, est assez récent. Il a été formulé notamment pour la première fois explicitement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Son article 25 affirme qu'un certain nombre de biens qui correspondent à des besoins sociaux et physiologiques fondamentaux doivent être garantis. Et parmi ces besoins physiques et sociaux fondamentaux se trouve le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, le bien-être et celui de la personne et de la famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires. Et cette formulation du droit à l'alimentation a été ensuite reprise et particulièrement utilisée dans un certain nombre de pays dont les jurisprudences constitutionnelles ont été extrêmement dynamiques, puisque on voit depuis une vingtaine d'années que cette question du droit à l'alimentation est développée notamment par les juges, comme Olivier de Scutter l'a fort bien rappelé, développée par les juges pour assurer un contrôle de l'effectivité de ce droit à l'alimentation. Et si l'on veut faire une typologie, on peut reprendre celle évoquée par Olivier de Scutter et voir que le droit à l'alimentation ne signifie pas uniquement une intervention positive des États pour assurer via des bons un accès à une alimentation première, qu'en réalité les implications du droit à l'alimentation sont bien plus nombreuses et bien plus variées. Donc typologie qui s'articule autour de cette distinction ternaire qui a été popularisée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et qui distingue entre les obligations de respecter, les obligations de protéger et les obligations de mettre en œuvre. Alors, très rapidement, obligation de protéger, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, obligation de respecter, commençons dans l'ordre. Cela signifie, cette obligation de respecter, que l'État ne peut pas intervenir directement pour porter atteinte au droit à l'alimentation. Juste un exemple qui n'a pas été évoqué encore. La Cour internationale de justice, dans un avis consultatif rendu à propos de l'édification d'un mur séparant Israël et les territoires palestiniens, la Cour internationale de justice a souligné que faisant cela, construisant ce mur, l'État d'Israël portait atteinte au droit à l'alimentation des Palestiniens, puisque cela coupait leur accès à un certain nombre de productions vivrières agricoles.
Donc obligation de respecter qui interdit aux États de porter atteinte directement. À cette obligation de respecter s'ajoute une autre obligation, l'obligation de protéger. Cette fois-ci, l'obligation de protéger impose aux États d'intervenir pour empêcher que des tiers, des entreprises, des particuliers ne portent atteinte au droit à l'alimentation d'autres particuliers. Et un exemple qui est souvent cité est un exemple de la Commission des droits de l'homme et des peuples, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, il y a une dizaine d'années, dans une affaire où était en cause l'attitude du Nigeria qui avait favorisé un certain nombre de compagnies produisant du pétrole et qui avait, ce faisant, permettant un large développement des champs pétrolifères, qui avait porté atteinte aux moyens de subsistance des peuples autochtones et notamment du peuple Ogoni, eh bien, la Commission des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine, a considéré que le Nigeria avait manqué à son obligation de protéger en ne protégeant pas les Ogoni de ces atteintes effectuées par ces compagnies pétrolières. Dernier point, qui est certainement le plus complexe à réaliser, l'obligation, le droit à l'alimentation impose aux États également une obligation de réaliser, une obligation de mettre en œuvre ce droit. Obligation de mettre en œuvre ce droit qui va prendre différentes formes et qui peut rencontrer un certain nombre de difficultés. Ça peut être tout d'abord l'obligation faite aux États d'intervenir positivement pour fournir un minimum de subsistance, pour fournir un minimum calorique, pourrait-on dire, notamment en luttant contre l'extrême pauvreté. Et on a un certain nombre d'exemples, d'aussi bien dans des pays en développement que dans des pays européens, je pense à la Suisse ou à l'Allemagne, où des juridictions ont vérifié si les mesures sociales prises par les États étaient bien respectueuses du droit à l'alimentation et si notamment l'aide sociale mise en place permettait suffisamment aux individus et notamment aux familles, aux enfants, d'avoir accès dans des quantités suffisantes à l'alimentation nécessaire à leur survie. Alors, ce droit à un minimum de subsistance n'est pas le seul aspect, le seul volet de cette obligation de réaliser le droit à l'alimentation. Il suppose aussi, ce droit à l'alimentation, plus généralement, que le droit à l'alimentation soit mis en œuvre effectivement à travers un certain nombre de politiques publiques, à travers un certain nombre de programmes nationaux qui permettent de garantir un accès à une alimentation suffisante. Je ne reviens pas sur l'exemple indien qui a été déjà largement évoqué, mais on a dans la jurisprudence de la Cour suprême indienne un certain nombre d'exemples extrêmement forts de la capacité de suivre et éventuellement de corriger des programmes permettant un accès à l'alimentation. Alors, ceci étant dit, et ce très bref tour d'horizon étant effectué, dans quelle mesure ce développement spectaculaire, extrêmement dynamique du droit à l'alimentation, dans quelle mesure ces politiques jurisprudentielles mises en œuvre par des juges un peu partout sur la planète peuvent-ils avoir des incidences sur le droit français ou sur le droit des États membres de l'Union européenne, par exemple. On sait que dans les pays, nos pays, souvent présentés comme riches, mais en réalité profondément frappés, profondément divisés par un certain nombre de fractures sociales, profondément frappés par la récession économique et affectés par les politiques d'austérité qui se sont développées ces dernières années, on sait que la question de l'accès à l'alimentation, et pas seulement de l'accès à un minimum calorique, mais aussi à une alimentation suffisamment riche pour pourvoir à tous les besoins de l'individu, c'est une question qui est à la fois très compliquée et souvent peu prise en compte. Souvent peu prise en compte. Olivier de Scutter a fait un travail formidable en général, mais notamment à propos du Canada, qui a été souvent mal reçu au Canada par les institutions officielles, où il a montré que la question de l'accès à l'alimentation n'est pas qu'une préoccupation des pays pauvres, c'est aussi un problème qui touche des pays dits riches, et on sait notamment en France que d'après des études qui sont effectuées, plus de 6 millions de personnes en France, sur 66 millions d'habitants,
plus de 6 millions de personnes seraient touchées par l'insécurité alimentaire, insécurité alimentaire qui ne recoupe pas toujours la pauvreté monétaire, même s'il y a un noyau dur où insécurité alimentaire et pauvreté se recoupent. Alors, il y a du coup un intérêt évident à se pencher sur la question du droit à l'alimentation en France, en droit français et dans les pays européens. Et à ce titre, c'est véritablement un travail de pionnier, un travail de défrichage qu'il faut être effectué, parce que la question n'a pas jusqu'ici été traitée de façon approfondie. Traditionnellement, l'accès à l'alimentation n'est pas intégré dans les politiques sociales de lutte contre la pauvreté, même si ce sont bien évidemment les famines qui ont déclenché des mouvements sociaux, des révolutions souvent violentes en France, pour aboutir à la formulation de droits économiques et sociaux. Eh bien, le résultat est que dans le catalogue des droits économiques et sociaux consacrés en France, l'alimentation n'apparaît pas. Si vous ouvrez par exemple le Code de l'action sociale et des familles, qui contient les différentes politiques nationales de lutte contre la pauvreté, l'alimentation n'est pas évoquée. Et quand la question de l'alimentation se présente aux juristes dans son versant droit d'accès à l'alimentation, eh bien en réalité c'est souvent sous une forme très subsidiaire et sous une forme très restrictive. Juste deux exemples pour illustrer mon propos de cette approche extrêmement restrictive. La première, c'est la question de l'état de nécessité. Ceux d'entre vous qui ont fait du droit ou qui s'intéressent à l'histoire ont certainement à l'esprit la très célèbre affaire du bon juge Magniot dans l'affaire de la fille mère Ménard. Vous vous souvenez, en 1898, le juge de Château-Thierry acquitte une jeune mère célibataire qui avait volé un bout de pain pour nourrir son enfant affamé, en invoquant un vieux principe tiré du droit canon, tiré du message biblique, disant que lorsque l'on est en situation d'extrême détresse et où la survie est en jeu, on peut s'emparer de quoi assurer ses besoins fondamentaux. On sait que l'état de nécessité a été repris ensuite, intégré dans le droit pénal, mais il est rarement appliqué en matière d'alimentation, et vous vous souvenez peut-être il y a une quinzaine d'années de cette affaire qui a défrayé la chronique, où une mère de famille avait volé la viande pour nourrir ses enfants, et finalement, en appel, l'état de nécessité n'avait pas été retenu au prétexte que, en fait, elle avait volé trop de viande, ou en tout cas plusieurs paquets de viande, et que ce n'était pas une question de survie physiologique qui était en cause, mais plus de mise à niveau social, et l'état de nécessité n'a pas été reconnu dans cette affaire. Donc vous voyez que l'état de nécessité est une entrée dans la réalisation du droit à l'alimentation, mais une entrée extrêmement restrictive et dérogatoire. On a un autre exemple de cette approche très restrictive dans un contentieux qui commence à voir le jour. C'est le contentieux de ce que l'on appelle le chiffonnage ou le glanage, c'est-à-dire un contentieux qui naît de ces mesures de police prises par des maires qui interdisent de faire les poubelles, souvent pour des motifs de salubrité et de santé publique, et qui interdisent donc aux SDF, à des Roms, d'aller prendre dans les poubelles de quoi se nourrir. Il y a quelques décisions de justice sur la question, décisions de justice contrastées. On attend un arrêt d'une cour administrative d'appel de Douai qui doit être rendu dans quelques mois. Dans l'ensemble, les juges semblent hésiter entre la protection de la liberté individuelle. Un jugement, par exemple, reconnaît le fait que avoir accès à des déchets, notamment pour les personnes en état de très grande nécessité, constitue une composante de la liberté d'utilisation du domaine public, donc une liberté individuelle, et d'autres jugements qui mettent l'accent sur la sécurité et la salubrité publique. Je cite par exemple cette décision du TA de Lille de 2012. Cette pratique représente un risque pour la salubrité publique, tant pour les personnes qui s'y livrent, qui peuvent être en contact avec des déchets dangereux, ou à supposer qu'elles soient à la recherche de nourriture, consommer des aliments avariés, que pour les autres habitants de la commune. Donc c'est là encore une entrée extrêmement restrictive où l'on oppose droit à la survie via l'accès à une alimentation de seconde qualité, de très très seconde qualité, contre droit à la protection de la santé ou protection de la salubrité publique.
Alors, est-ce que le débat peut se poser autrement? Et ce sera ma conclusion. Oui, très certainement, la question de l'accès à l'alimentation n'est pas cantonnée à se situer dans cette perspective restrictive. On voit en France qu'une évolution est en cours. Par exemple, depuis la loi du 27 juillet 2010, le Code rural dispose que les politiques publiques d'alimentation doivent assurer à la population l'accès dans des conditions économiquement acceptables par tous à une alimentation sûre, diversifiée et en quantité suffisante. Et il y a un programme national pour l'alimentation qui prévoit que pour les populations les plus démunies, la sécurité alimentaire, l'alimentation en quantité et en qualité adaptée doivent être garanties. Il faudrait que le rapporteur spécial puisse examiner la mise en œuvre de ce programme national. On voit aussi qu'un certain nombre d'autres approches sont possibles pour réaliser le droit à l'alimentation, qui mobilisent plusieurs leviers de l'action publique. Il y a des politiques fiscales. Le ministre de l'Agriculture a annoncé, par exemple, il y a 2 jours, que les dons des agriculteurs aux banques alimentaires pourraient bénéficier d'exonérations fiscales, quand bien même ces dons seraient effectués en nature. Il y a aussi d'autres leviers qui peuvent être mobilisés. Les politiques d'accès aux services publics. La question de l'accès aux cantines scolaires est une question qui n'a pas à ce jour été traitée suffisamment. Or, il s'agit très souvent du moyen d'assurer au moins un repas par jour pour des enfants issus de familles en grande précarité. Il y a également des politiques de lutte contre le gaspillage qui pourraient être mises en œuvre. Et on voit ici que le droit de l'environnement rejoint le droit de l'alimentation et le droit à l'alimentation. Bref, il y a beaucoup d'outils qui pourraient être mobilisés pour garantir plus effectivement ce droit à l'alimentation et pour que, enfin, on n'ait plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid quand l'hiver vient en France. Je vous remercie.